tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que vous avez eu d'excellentes lectures. Alors pour ma part, j'en ai eu 3. On a du policier, on a de l'historique et on a un ovni. Oui, j'ai lu un ovni cette semaine et franchement, j'ai envie de vous dire que j'ai rarement lu un ovni pareil et je vous donne en rendez-vous à la fin de la vidéo car je vais parler de cet ovni en dernier. Alors, j'ai lu Là où sombrent les secrets de Céline Bréant, publié aux éditions Tornada. C'est l'apparition de juillet de la maison d'édition. Donc, on est en juillet, je suis encore dans les temps. Donc, dans ce roman, on va suivre le personnage de Clémence. Clémence qui vit sa vie normalement. Elle a un petit ami, elle a un boulot, elle a un chien, elle a des amis, mais Clémence a également une casserole aux fesses. Et cette casserole aux fesses n'est autre que quand elle était plus jeune, elle avait 12-13 ans à peu près, elle était en classe verte avec ses copines, et un soir, elle décide de faire le mur avec 2 d'entre elles pour rejoindre des garçons. Et avec Mila et Maëlle. Alors Maëlle, c'est une petite souris, une petite chose fragile. Et Maëlle, elle n'était pas spécialement super enthousiaste à l'idée de faire le mur. Et arrive ce qui devait arriver, Maëlle en a marre et finit par rentrer toute seule, par vouloir rentrer toute seule au chalet. Sauf que Maëlle ne rentrera jamais au chalet. Maëlle disparaîtra corps et bien cette nuit-là. La seule chose qu'on retrouvera d'elle, c'est sa peluche. Et 25 ans plus tard, cet événement pèse encore plus ou moins sur Clémence. Sauf que Clémence, elle voudrait vraiment oublier ce qui s'est passé parce que ça fait 25 ans et qu'elle ne peut plus rien y faire. Sauf que Mila n'est pas de cet avis. Mila remet à chaque fois, essaye de l'appeler pour discuter de ce qui s'est passé. Elle rejette les appels et quelque temps plus tard, elle apprend la disparition de Mila. Mila disparaît elle-même corps et bien. Et pour Clémence, ça paraît clair comme de l'eau de roche. Mila a voulu faire un pèlerinage sur les lieux du drame et elle va la chercher. Et donc, on va suivre les péripéties de Clémence pour essayer de retrouver Mila. Et on va alterner également entre le présent et le passé afin de savoir, grosso modo, ce qui s'est passé cette nuit-là. Évidemment, on va déterrer des secrets. Là, vous voyez sur la couverture qu'il y a une rivière. Cette rivière a un rôle extrêmement important dans ce roman. Cette rivière où courent plusieurs légendes. Et elle va avoir beaucoup d'importance dans ce roman. Et on va découvrir des personnages qui sont pas forcément francs du collier. Moi, le personnage qui m'a gênée, c'est Clémence. Elle est infecte. J'aurais même tendance à dire que c'est une petite connasse. Passez-moi l'expression, mais c'est vrai. Elle est elle est égoïste. Voilà, j'ai envie de, c'est ça. Elle est profondément égoïste. Elle refuse de voir sa culpabilité, car clairement, si elle n'avait pas fait le mur cette nuit-là, Maëlle serait encore là. Mais elle refuse d'assumer pleinement cette culpabilité, et cette culpabilité la ronge. Ça la ronge profondément, mais elle ne veut pas voir ça. Elle préfère complètement l'occulter. Elle est complètement dans le déni dans le début du roman. Et la disparition de Mila va la mettre finalement au pied du mur et il va vraiment falloir qu'elle accepte cette culpabilité et qu'elle fasse tout son possible pour retrouver Mila. Parce que plus elle creuse, plus elle s'aperçoit que
se passe quand même quelque chose de bizarre au bord de cette rivière et dans cette région. J'ai beaucoup aimé ce roman. J'ai quasiment aimé tout. La révélation, voilà, la fin, jusqu'aux 3-4 derniers chapitres. On a une fin, on a une explication logique. Alors, celle-là, je l'avais pas vu venir. Je pensais qu'il y avait quelque chose qui allait pas, mais j'avais pas le bon personnage, on va dire. Mais voilà, Céline Bréant nous fait une révélation sur un point particulier du récit. Et personnellement, j'y ai pas cru. J'y ai pas cru, c'était trop. C'était beaucoup trop gros pour que ça passe. Alors des fois, on dit plus c'est gros, plus ça passe. Mais là, non, pour moi, ça allait pas. Pour moi, c'était trop. Pour moi, c'était pas crédible. C'était pas crédible du tout. C'était tellement gros que c'était pas crédible. Et c'est le seul petit bémol que j'aurais pour ce roman, c'est cette révélation de trop, j'ai envie de dire, parce que la fin se suffisait à elle-même. On n'avait pas besoin d'en rajouter plus, à mon sens. Pour moi, c'était pas utile, mais et c'est pour ça que pour moi, ce roman ne sera pas un coup de cœur à cause de ce petit bémol, parce que franchement, j'ai trouvé que c'était trop. Néanmoins, le suspense est là jusqu'au bout. Voilà, la tension monte au fur et à mesure des chapitres, et ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant. C'est vraiment page turner. Le personnage de Clémence évolue grandement entre le début et la fin du roman, mais voilà, ce rebondissement final pour moi est de trop. Et c'est ce qui fait que ce ne sera pas un coup de cœur pour moi. Néanmoins, c'est quand même un excellent thriller. Je vous le conseille vraiment si vous aimez tous les thrillers avec des secrets qui plombent un peu le présent des personnages. Ensuite, je suis partie dans complètement autre chose. Je suis partie dans un roman historique, Les fantômes de Versailles de Jacques Forjas aux éditions Albin Michel. Alors, dans ce roman, ce qui m'avait fait, quand on me l'avait proposé en service presse, ce qui m'avait fait cliquer sur ce roman, c'était que on nous prédisait l'invention de la police moderne dans ce roman. On est en 1673 à Paris, sous le règne de Louis XIV. Et Louis XIV, il est en pleine reconstruction de Versailles, car il veut que Versailles devienne le centre névralgique de la royauté, du royaume de France. Et il délaisse peu ou prou Paris, il laisse Paris à son commissaire général, le lieutenant général de police, La Reynie, qui gère la sécurité de Paris au nom du roi. Et il va avoir fort à faire, monsieur de La Reynie, parce que on va retrouver un corps, puis plusieurs corps de jeunes filles assassinées violemment et comble de l'horreur avec la bouche cousue, avec un fil de soie. Eh bien, les policiers sont très embêtés car ils n'ont absolument aucune piste. Et ils vont demander l'aide d'un jeune dessinateur qui assiste aux autopsies pour croquer les morts, on va dire. Et la police va avoir l'idée de se servir de ses dessins pour essayer de trouver des indices. Et le peintre qui s'appelle Emilio, qui est un jeune artiste peintre, originaire d'Italie, fait ses classes en France pour ensuite pouvoir partir ailleurs. Je crois que c'est aux Pays-Bas pour pouvoir intégrer l'école flamande, je crois. Et on va assister en parallèle de ça à une autre affaire qui secoue le royaume de France à l'époque. Il s'agit d'un tableau qui est peint par un artiste peintre
l'artiste peintre du moment, Monsieur Mignard, qui va peindre une des maîtresses du roi. Et tout ce qui agite la cour de France à cette époque, c'est de savoir comment va être représentée Madame de la Vallière sur ce tableau. Parce que ça va être la grande question. Et c'est ce qui anime le roi. Et il va charger l'araignée de trouver des espions afin de savoir quelle va être la teneur de ce tableau. Et comment vous dire que l'affaire de ce tableau va, dans l'esprit du roi, être la priorité numéro 1 par rapport à l'affaire de meurtre de ces jeunes filles qui va être appelée l'affaire des bouches cousues. Et ça va être la priorité numéro 1 de l'araignée. Alors, quand j'ai commencé à lire le roman, j'ai dit, bon, ok, d'accord, bon, l'histoire se met en place, ok. Et puis, l'invention de la police moderne arrive très très loin dans ce roman. Et j'ai envie de vous dire, ce sont vraiment les prémices de l'invention de la police moderne. On en est quand même encore très loin de cette invention de la police moderne. C'est la caractéristique principale de ce roman qui a été mis en avant est, à mon sens, très en retrait dans ce roman. Parce que ce qui importe réellement dans ce roman, c'est l'affaire du tableau. Pour moi, l'affaire du tableau, elle occupe la majeure partie du devant de la scène de ce roman. Et l'enquête, quant à elle, est en retrait par rapport à cette affaire-là. Du coup, j'ai été un peu déçue parce que j'ai pas trouvé ce qu'on m'avait vendu au départ dans ce roman. Bon, alors, une fois que j'ai fait le deuil de ce que j'attendais de ce roman, je suis allée au bout. Alors, je suis quand même allée au bout, même si le dernier tiers, je l'ai quand même un petit peu lu en diagonale parce que je le trouvais quand même un peu long. J'ai trouvé beaucoup de longueur, on était on a beaucoup mis l'accent sur l'affaire du tableau. Et moi, c'est pas l'affaire du tableau, c'est pas du tout ce qui m'intéressait, c'est pas ce pourquoi je voulais lire le roman. Je voulais lire le roman pour l'enquête policière dans ce contexte historique. Parce que on est quand même dans un roman historique, pur jus. On est plongé dans la cour de Louis XIV, tout à fait. On est à l'époque où il est en pleine reconstruction, rénovation du château de Versailles, avec tout ce que ça implique. Mais l'enquête, par elle-même, elle est vraiment en retrait. On n'est pas dans un roman policier historique. On est dans un roman historique où il y a une enquête policière. Et ça fait toute la différence. J'ai été un peu déçue par cette lecture, clairement. Je pense que si on me l'avait vendu comme un roman historique, ça aurait passé. Mais j'ai été déçue parce que moi, je pensais lire une enquête policière dans un contexte historique. Vous voyez ce que je veux dire? La différence est là. Je pense que ça ravira, ce roman ravira pleinement les amateurs de romans historiques, surtout si vous aimez la période de Louis XIV. Mais pour moi, voilà, ça a été une petite déception, même si je me suis pas non plus tailladé les veines en lisant ce roman. Il y a des bonnes choses, mais c'est clairement pas ce que j'attendais dans cette lecture. Et enfin, vient le petit ovni de ce qu'as-tu lu. Il s'agit du Secret de Joseph Conrad de R.J. Ellory, publié aux éditions Héraclès. Quand les éditions Héraclès m'ont proposé ce roman en service presse, je me suis dit, oh, chic, un R.J. Ellory, j'adore cet auteur. Si vous ne connaissez pas R.J. Ellory, d'abord, j'ai envie de vous dire, sortez de votre grotte. R.J. Ellory est un auteur américain, non pas américain, il n'est pas américain, si il est américain. Bref, c'est un auteur de romans policiers et de romans noirs absolument excellentissime. Bon, tous ne sont pas équivalents, mais il y en a quand même de très très bons. Et je me suis dit, pourquoi pas. Sauf que ici, R.J. Ellory n'a pas écrit du tout
un roman policier. Pas du tout. C'est un roman contemporain avec un personnage complètement atypique. Joseph Conrad, c'est un jeune homme naïf. Il est extrêmement naïf, ce jeune homme, mais il a des réserves de gentillesse au fond de lui. C'est un concentré de gentillesse. Vous prenez toutes les personnes gentilles que vous connaissez sur la planète, connues ou moins connues, et vous les mettez toutes dans le corps de Joseph Conrad. Et là, vous avez un concentré de gentillesse, pur jus. Et on va le suivre dans une aventure humaine hors du commun. Joseph Conrad, il travaille dans une entreprise et il va se trouver licencié. Alors, pour un prétexte complètement fallacieux, si vous voulez mon avis, mais il aurait largement pu poursuivre l'entreprise devant les prud'hommes. Mais comme c'est quelqu'un de gentil, il accepte de se faire licencier, et il accepte l'indemnité de licenciement, et il décide d'entreprendre un voyage. Je ne vais pas vous dire initiatique, mais le voyage qu'il a toujours voulu faire. Il va aller dans les pays qu'il a toujours voulu visiter, et à chaque personne qu'il va rencontrer, il va avoir un acte de gentillesse pour cette personne-là. Et cette traînée, il va semer la gentillesse comme le petit poussé va semer des cailloux pour retrouver son chemin. Excusez-moi, je me gratte le pied parce que je me suis fait défoncer par les moustiques, encore une fois, hier. Saloperie de moustiques. Si je vous jure, hein, si je le retrouve, celui-là, il va passer en 7 quarts d'heure. Et donc, on va suivre Joseph Conrad dans ce périple. Quand j'ai commencé à lire ce roman, Joseph Conrad m'a tout de suite fait penser à un personnage. Et si vous le lisez, je pense que vous serez tous d'accord avec moi. Il m'a clairement fait penser à Forrest Gump. Voilà, Forrest Gump, il passait, il rencontrait des gens et la vie de ces gens était absolument transformée. Et bien, c'est exactement la même chose avec Joseph Conrad. Il va transformer la vie des gens qu'il va rencontrer. Il va être à l'initiative d'un mouvement qu'il n'a absolument pas initié, mais il va être à l'initiative d'un mouvement qui à un moment va complètement lui échapper, mais il va rester lui-même, il va rester Joseph Conrad, il va rester fidèle à lui-même, il va rester humble, il va rester gentil, malgré tout ce qui se passe autour de lui. J'ai vraiment beaucoup aimé ce roman. C'est un ovni complètement dans la bibliographie de R.J. Ellory. Mais voilà, la qualité de la plume, elle est là, quoi. Le personnage, il est profond. Il y a beaucoup de clins d'œil à beaucoup d'auteurs anglais, à beaucoup d'acteurs anglais et américains. Je pense que c'est voilà, un clin d'œil de l'auteur à toutes les personnes qu'il a très probable, qu'il admire en tant que personne. Et ça nous fait un roman sur une espèce de quête initiatique, d'aventure humaine absolument fantastique, qui change vraiment les gens qui rencontrent ce personnage. Voilà, ce personnage indescriptible. Parce que à chaque personne qu'il va rencontrer, chaque personne va lui dire « Ah bah vous ressemblez à un tel, vous ressemblez à un tel ». Mais ces personnes à qui il ressemble sont complètement différentes physiquement les unes des autres. Et c'est vraiment la perception que chacun a de ce personnage en particulier qui est absolument fascinante. Et franchement, c'est un énorme ovni. Franchement, chapeau. Parce que R.J. Ellory, il est complètement sorti de sa zone de confort, il est complètement sorti de ce qu'il fait habituellement, et ben pour moi, c'est une réussite. Les auteurs de romans policiers, des fois, ils s'essaient avec plus ou moins de succès à d'autres genres, et ben franchement, celui-ci, R.J. Ellory, il est sorti de sa zone de confort, et franchement, c'est une très très belle réussite. Lisez cet ovni pour découvrir une autre facette du talent de R.J. Ellory.
Donc voilà, ce Cthulhu est à présent terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Je prépare, j'ai beaucoup d'idées de vidéos, enfin beaucoup. J'ai quelques idées de vidéos à vous proposer à la rentrée. J'ai super hâte de vous les proposer. J'espère qu'elles vous plairont pour proposer un petit peu quelque chose de nouveau à la rentrée, en plus des Cthulhu. Hein, ça, je n'arrête pas les Cthulhu, bien évidemment. Donc, j'espère que vous serez au rendez-vous à la rentrée. J'espère que ce nouveau type de vidéo vous plaira. En attendant, j'espère que vous commenterez avec force cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu la semaine précédente et n'hésitez pas à me dire si je vous ai convaincu de découvrir les romans que je vous ai présentés. N'hésitez pas à partager votre instant de visionnage, à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait car c'est gratuit, ça fait plaisir et ça ne fait de mal à personne. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très très belle semaine, de très très belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!